Bon matin, bonjour, merci d'être là. En fait, j'aimerais saluer votre participation de ce matin, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont participé aux 2 jours de grève. En fait, on a fait suffisamment de bruit pour que la négociation reprenne la semaine dernière, et ce, dans le bon sens. Et cette semaine, en fait, on négocie cet après-midi, mercredi et jeudi matin. C'est au tour de nos collègues des bureaux aussi d'avoir leur séance de négociation. Fait que voilà, fait qu'on est vraiment, en fait, bien occupés à faire en sorte de régler cette convention. Nous avons eu aussi une couverture médiatique quand même hors du commun durant nos 2 jours de grève. Notre message a très bien passé auprès de la population et de la clientèle. L'employeur n'a pas été en mesure de nous faire pareil pour des petits bébés gâtés syndiqués. Fait que, après tout, toutes nos revendications sont justes, on le mérite. Et c'est nous le succès de la SAQ après tout. Fait que voici ce matin brièvement le déroulement de notre rencontre. En fait, nos collègues à la négociation vont nous faire une présentation. Elle sera enregistrée. Ensuite, on ouvrira une période de questions qui, elle, ne sera pas enregistrée. On prévoit terminer la rencontre vers 11 heures parce qu'on doit retourner à la table de négociation. S'il reste des questions, on va vous demander de nous les faire parvenir par courriel. Nos adresses se trouvent sur notre site Web. Nous avons aussi désactivé les micros. Si vous voulez prendre la parole, vous devez lever votre main. Quand que ça sera à votre tour, vous allez voir un message apparaître dans votre écran. On va vous inviter à activer votre micro. En fait, les tours de parole sont les premiers de 5 minutes, les deuxièmes de 3 minutes. Quand il va vous rester 1 minute, je vais vous montrer un carton vous indiquant qu'il en reste 1 minute et je vais vous inviter à conclure. Pour éviter aussi les discussions, je vais vous demander de poser toutes vos questions ou échanger tous vos commentaires dans votre tour de parole. On va prendre 2, 3 collègues tour à tour et ensuite le comité de négociation, on répondra à vos questions. Aussi, on ne parlera pas de la mobilisation, des activités de mob qui s'en viennent. En fait, nos collègues à la mobilisation ont mis en place un plan, en fait, pour les prochaines semaines si la négociation ne fonctionne pas à notre goût. Et vous comprendrez qu'on va se garder une mini discrétion parce que l'employeur, présentement, a probablement des oreilles dans la salle. En fait, nous, on n'a rien à cacher dans cette présentation-là. Fait que voilà qu'on n'a pas mis de cadenas sur la salle. Avant de donner le tour de parole à la présentation de nos collègues à la table de négo, je veux encore profiter de l'occasion pour les remercier, en fait, merci beaucoup, et de saluer le travail colossal qu'ils font, autant à la table de négociation qu'en amont, là, toute l'excellente préparation qu'ils font et surtout toute la vigilance qu'ils portent au travail pour qu'au final, on ait une convention collective satisfaisante. Je vous remercie encore une fois, puis bon, je sais pas, fait que voilà, sans plus tarder, je leur cède la parole à vous. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Je vais juste faire un premier survol avant la présentation. Mise en contexte, en fait, on est conscient au niveau du comité de négociation qu'on était dû pour faire le point sur la négociation avec vous. Il y a 2 éléments qui, au cours des derniers mois, ont fait en sorte que ça l'a reporté un peu. Dans un premier temps, effectivement, qu'on voulait présenter le contenu des avancées au Conseil général. Donc, on devait avoir le Conseil en présentiel pour pouvoir faire cette présentation-là. Et l'autre élément, celui qui était le plus compliqué, en fait, puis qui n'aide pas nécessairement au niveau de la communication, c'est qu'on avait entamé un volet exploratoire décembre, janvier, avec l'employeur, entre autres sur le sujet de l'assignation. Puis dans ces éléments-là, au niveau des échanges, ça devient plus compliqué aussi de pouvoir descendre l'information sur les avancées. Ceci étant dit,
Dans le fond, les éléments qui vous sont présentés aujourd'hui, dans le fond, pour vous situer, c'est des éléments qui ont été négociés et convenus avant Pâques. Dans le fond, on a débuté les discussions plus poussées sur le grand cadre de l'assignation avec l'employeur. Malgré les éléments qui vous seront présentés aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est actuellement dans un nœud au niveau des discussions, principalement là, sur les 6 points suivants, entre autres notre plancher d'emploi, l'obligation de remplacement des besoins. Je ne sais pas pourquoi, Julie, je t'entends me dire non. Alors, excusez. Limiter les abolitions de postes, améliorer en fait le statut 720 là, on parle d'un statut 520 au lieu de 720. Entre autres, les besoins de coordonnateurs sans distinction, donc cas CPOS, et la protection des cas CPOS. Ça ici, là, présentement, c'est le nœud qu'on frappe au niveau de la négociation. On tente là, de percer puis d'avancer. Entre autres encore, on reprend les discussions cet après-midi. Oui, effectivement. Donc, à 13h30, la négociation reprend. Puis, on est conscient aussi que beaucoup d'entre vous travaillez aujourd'hui. Fait qu'on vous inviterait ici au niveau des questions pour la présentation, de citer des questions de compréhension suivant ce qui vous sera présenté. Puis, si jamais il y a d'autres détails, d'autres commentaires que vous voulez ajouter, on vous inviterait à communiquer avec vos délégués par la suite. Il nous fera plaisir de recevoir les commentaires puis de faire des suivis ou des échanges autrement. Mais pour nous, c'est ça, à 13h30, on a un rendez-vous au ministère du Travail. Voilà, merci. Donc, on va partir le document de la présentation officielle. Vous allez pouvoir suivre ce qu'on présente. Bonjour tout le monde. Je vais vous expliquer ce qu'on va vous parler aujourd'hui, les oui. Mot de la présidente, mot du comité de négociation, c'est fait. On va vous parler des ententes que nous avons fait avant Pâques, donc le budget, le 10-6. On va vous parler du retranchement, l'amélioration de l'horaire en continu, ce qu'on appelle l'HC ou le pige dans le lac, le temps supplémentaire, l'annexe 16. On va vous parler aussi des sujets qui sont toujours en négociation, le calendrier d'assignation et l'assignation des temps partiels. Donc, il faut comprendre aussi que l'ordre dans lequel on va vous présenter les choses, c'est un ordre chronologique aussi. Puis, lors des négos, on tenait à commencer par dans le fond, la viande qu'on mettait dans la machine à saucisses avant de discuter dans la saucisse. Donc, pour ce qui est de l'assignation, le début de tout ça, c'est le budget annuel. Pour l'employeur, il n'y avait pas de demande concernant le budget annuel, c'était vraiment le statu quo. Le statu quo, dans la pratique actuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas le respect de la convention collective, puisque selon le syndicat, à chaque année, on dépose des griefs concernant le budget parce que le COS et le CPOS ne sont pas consultés comme qu'ils devraient l'être selon nous. Donc, on avait un litige par rapport à ça. On avait un litige aussi par rapport au 10-6 qu'on voit plus loin. On avait des arbitrages prévus ce printemps pour ces sujets-là. Puis, en fait, ils ont été repoussés dans le temps parce qu'on s'est dit si on peut s'entendre sur un fonctionnement, après, c'est toujours plus facile là, de régler le passé une fois que le futur est réglé. Alors, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de demande de l'employeur concernant le budget annuel. Donc, pour le budget annuel, les demandes syndicales, qu'est-ce que nous demandions, basé sur l'exercice de consultation, bien sûr, qui avait été fait avant la négo. Donc, faire appliquer minimalement la notion de participe au budget, qui est l'article 50 actuel. Si vous allez voir l'article 50, ça dit qu'il y a une participation au budget qui doit être faite à chaque année. Augmenter la participation du COS CPOS à l'élaboration du budget annuel, donc au niveau du temps, des ressources, les outils qui lui sont disponibles pour pouvoir participer, la collaboration, donc pas juste recevoir l'information, qu'on ait vraiment une collaboration à l'exercice et aussi pouvoir faire un bilan de ce qui a été fait. On veut aussi que les personnes qui ont la promotion COS-CPOS, ça fasse partie de leur formation. Donc, le budget annuel, c'est quoi? Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi leur rôle qu'ils doivent avoir dans cet exercice? Donc, pour l'entente, pour le budget annuel,
Il y aura des discussions préliminaires sur les besoins opérationnels en novembre. En consultation avec le COS, CPOS, on sait que l'employeur se prépare à faire son budget beaucoup avant janvier. Donc, il y aura des discussions qui se feront en succursale entre le gestionnaire et le COS, CPOS. Avant chaque période de planification, qui est les segments, vous allez voir plus tard à l'assignation, ça va faire partie du calendrier d'assignation. On ne parlera plus nécessairement d'horaire hebdomadaire, mais plutôt de 5 segments par année. Donc, avant chaque segment prévu à l'article 8, le gestionnaire, en consultation avec le COS, CPOS, feront un bilan des heures de la période de la planification en cours pour être en mesure de mieux se préparer puis mieux évaluer les besoins. Ensuite, en janvier, comme on le connaît déjà, pendant la période déterminée par l'employeur pour finaliser le budget annuel, le gestionnaire fera en consultation avec le COS, CPOS les derniers ajustements aux besoins d'opération. Évidemment, tout en informant l'équipe de travail des résultats de l'analyse du budget puis de la répartition des heures suite aux discussions. Ensuite, il y aura la participation au budget annuel qui fera partie de la formation des coordonnateurs pour que les gens puissent mieux s'approprier leur rôle. C'est bon. Donc, voilà pour l'entente sur le budget annuel. Ça nous amène à 10.06, donc les demandes de l'employeur. Assurer le respect des besoins opérationnels propres à chaque succursale et aux variations du marché. Donc, en résumé, l'employeur nous a confirmé qu'il faisait les horaires pour les réguliers. Et l'autre élément pour l'employeur, c'était d'inciter les employés à être présents au travail. C'est sa philosophie avec son cahier, de toutes les manières possibles de s'assurer de la présence des employés. Donc, voilà pour ce qui est des demandes de l'employeur. Pour ce qui est des demandes syndicales, améliorer la qualité des horaires, donc c'est quelque chose qu'on a reçu beaucoup comme dans les demandes lors de la consultation. Après ça, améliorer la stabilité des horaires aussi, dans le fond, c'est quelque chose qui est problématique, les horaires qui changent d'une année à l'autre. Poste vacant qui garde l'ancienneté du dernier détenteur. Lorsqu'un poste devient vacant, dans le fond, actuellement, ce qui se passe, c'est que le poste, dans le fond, dans le poste actuel, il est utilisé un petit peu comme s'il n'y avait pas d'ancienneté qui était attachée au poste, donc tout le monde peut venir piger dedans. Pour protéger l'ancienneté nationale, dans le fond, le poste vacant, on voulait qu'il garde l'ancienneté du dernier détenteur, comme s'il y avait quelqu'un encore dans le poste. Et finalement, bonifier le comité des horaires. Le comité des horaires, c'est une fois que le processus 10.6 est terminé, il y a souvent dans certaines succursales des horaires qui accrochent encore pour plusieurs raisons. Puis il y a un comité là, qui est formé de 2 membres patronales et de 2 membres du syndicat qui doivent s'asseoir puis résoudre les litiges qui persistent toujours suite à l'application de l'article 10.06 dans les succursales. Donc, le 10.6, dans le fond, ça suit un petit peu le budget. Au niveau du budget, c'est là qu'on va venir élaborer les besoins d'opération. Puis au 10.6, c'est là que les besoins d'opération sont distribués. Donc, en améliorant la participation du cas CPOS au budget, puis en faisant débuter le processus en novembre plutôt qu'en janvier, on pense que les équipes vont être mieux préparées aux changements que l'employeur prépare pour la succursale. Puis l'équipe va avoir le temps de se mobiliser aussi. Puis lorsque les besoins d'opération seront présentés au moment de l'application du 10.6, bien que les équipes vont être déjà mieux préparées puis que le processus va se faire de façon plus coordonnée, disons. Puis finalement, un objectif qu'on avait, c'était réduire le stress généré par le processus. Vous avez probablement été consulté. On a consulté beaucoup de personnes un petit peu avant puis pendant qu'on a eu le sujet des négociations sur l'article 10.6 qui ont été très longues. Puis une des choses qui ressortait beaucoup, c'est que c'était stressant chaque année de se demander est-ce que mon horaire va changer? Est-ce que mon horaire va empirer? Est-ce que je vais me faire changer de journée? Donc, on voulait que ce stress-là soit diminué. L'entente pour le 10.6, en fait, ça n'a pas été facile parce que, comme le disait Maxime d'entrée de jeu, l'employeur nous a dit qu'il faisait les horaires.
Puis nous, on a essayé de prendre plusieurs succursales avec le dernier exercice qui a eu lieu, puis de faire des règles pour essayer de mettre le plus possible des bâtons dans les roues de l'employeur. Mais au final, il n'y a rien qui fonctionnait parce qu'on travaillait avec des horaires qui étaient déjà préfaits. Quoi qu'il en soit, après plusieurs rétractations, ça a été quand même assez long. On est venu à un nouveau mécanisme qui vient, selon nous, assurer un peu plus la stabilité des horaires. Donc, la première règle, c'est que la protection des besoins aura lieu. Présentement, on protège les besoins qui sont identiques. Il faut que ce soit 10-18, c'est un 10-18, c'est un 15 minutes de différence. L'employeur, en fait, le besoin est plus protégé, puis ça permet à l'employeur de remanier toutes les cartes pour les besoins de la journée pour la personne qui ne peut pas protéger son besoin, ainsi que toutes les autres moins anciennes. Donc, la règle de protection des besoins, c'est une différence de 30 minutes et moins. Dans mon exemple, j'ai un 10-18, l'employeur fait un 10,5 à 18, mon besoin serait quand même protégé. Le deuxième mécanisme, une chose qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que l'employeur, souvent, en début de semaine, un 10-18 devenait un 11-18 ou vice-versa. Dans les faits, ces deux assignations-là donnent le même nombre d'heures, c'est-à-dire 7 heures dans mon exemple. Mais le besoin était plus protégé parce qu'il était plus identique. Donc, la deuxième règle, c'est qu'il y aurait une protection des besoins pour une différence d'une plage repas si l'heure du début ou de fin du besoin est identique. Dans le fond, c'est exactement l'exemple que je viens de vous donner. La troisième règle, en fait, c'est une possibilité d'une injection de 30 minutes si cela permet de conclure un processus. Ça, en fait, c'est quand les employés font leur choix, il se peut qu'à quelque part au milieu ou à la fin du processus, un employé ne puisse pas faire son horaire de 37 heures parce qu'il arrive à 36h30, par exemple. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut recommencer le processus au complet en venant restreindre les employés plus haut de faire certains choix qui venaient mettre en péril, en fait, le nombre de postes réguliers dans la succursale. Ils disaient, tu ne peux pas prendre ce besoin-là parce que si tu le prends, l'autre personne ne pourra pas se faire un 37 heures. Donc, l'employeur pourra injecter un 30 minutes à quelque part dans le processus. Ce n'est pas énorme, mais des fois, ça peut faire une différence. On vous a fait un tableau pour démontrer la protection des besoins. Donc, vous avez des exemples ici. Un horaire actuel qui est, mettons, de midi à 17h30, qui devient un midi 18. Ce besoin-là serait protégé. Là, vous avez d'autres exemples, puis vous avez un exemple d'un besoin qui ne serait pas protégé là, en vertu du 30 minutes, là, le midi 17h30 versus un 11,5-18. Celui-là ne serait pas protégé. Ce que vous voyez en blanc, c'est les horaires influencés par l'ajout ou le retrait de la plage repas. Donc, un 10-18 qui devient un 11-18 pour le même nombre d'heures avec au moins le début ou la fin qui est identique serait protégé. Puis, on a aussi là, un exemple du 10-18, 10,5, 17,5 qui ne serait pas protégé parce qu'il n'y a pas le début ou la fin là, qui est identique. Finalement, la suite de l'entente qu'on a eue sur l'article 1006, mais la protection du poste vacant, j'en parlais tantôt. Donc, le poste vacant, la protection, on l'a obtenu dans le fond. Le poste vacant va garder la date d'ancienneté du dernier détenteur du poste. Donc, c'est comme si le poste, dans le fond, il gardait une ancienneté fictive. Puis, ça va venir l'insérer selon sa date d'ancienneté au bon rang dans le processus 1006, comme s'il y avait quelqu'un dans le poste. On va appliquer la priorisation d'horaire qui est prévue déjà à l'article 8.14. Le 8.14, c'est l'assignation des temps partiels. C'est ça qui vient dire ce qui, en ce moment, détermine l'horaire intégral que vous obtenez. Donc, le premier horaire intégral, les premiers horaires intégraux qui sont distribués, c'est les lundis au vendredi. Après ça, le système va prioriser les 4 jours sans les 2 jours de fin de semaine. Après ça, mardi au samedi, dimanche au jeudi. Puis, dans chaque type d'horaire, à chaque fois, on va prioriser le nombre de soirs, l'horaire qui a le moins de nombre de soirs. Donc, ça va être exactement la même chose qui va venir être appliquée pour le poste vacant. Et pour le comité des horaires aussi, il va prendre la forme des personnes facilitatrices qui vont convoquer les parties. Donc, ce n'est pas une différence majeure, là, mais
Le comité des horaires dont je parlais tantôt, là, 2 membres patronaux, 2 membres syndicaux, en ce moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent l'information qui sont envoyées par l'employeur et par les délégués sur dans le fond, qui viennent expliquer les problématiques. Là, ils vont pouvoir aussi convoquer les gens, donc les délégués, les gestionnaires, puis peut-être même aussi les employés au besoin qui vont venir s'expliquer devant le comité des horaires. Donc, on pense que ça va faciliter la résolution des cas problématiques. Maintenant, le retranchement, vous savez, on avait quand même plusieurs demandes dans notre cahier de négo. L'employeur aussi en avait, dont 2 qu'on présente ce matin. 2 sujets, en fait, qu'on présente ce matin. Le premier des 2 est le retranchement. L'employeur, ses demandes, c'était l'abolition du retranchement, tout simplement. Il voulait, par le fait même, accroître la présence des employés réguliers. Ça aussi, on le disait d'entrée de jeu, c'est une thématique qui est revenue souvent pendant la négociation. Pour l'employeur, les employés réguliers s'absentent pas. Donc, en abolissant le retranchement, il souhaitait mettre fin à une partie de ces absences. Et tout ça dans le but d'assurer la stabilité des équipes de travail. Donc, c'est ça. Donc, l'employeur voulait mettre le retranchement à la poubelle. Les demandes syndicales qu'on avait eues sur le retranchement, ben, on se faisait demander, puis c'est quelque chose qui revenait beaucoup, là, avoir plus de périodes de retranchement par année. Après ça, ce qu'on s'est fait demander beaucoup aussi, c'était avoir le retranchement plus accessible, le retranchement qui est moins contraignant. Souvent, la personne qui retranche a beaucoup de contraintes, entre autres sur les horaires qu'elle peut, l'amélioration de son horaire, puis ça aussi, la possibilité d'aller chercher des horaires intégraux. Et on voulait aussi, en ce moment, il y a une règle qui dit que lorsque le retranchement inclut une période de repas pour la plage 18 à 21, la plage de repas peut faire partie des 3 heures retranchées, donc ce qui fait seulement 2 heures retranchées, 2 heures seulement de perte de salaire. Donc, on voulait conventionner puis élargir cette règle-là parce qu'elle elle fait pas partie de la convention collective. C'est une entente, une vieille entente qui est appliquée depuis des années avec l'employeur. On voulait aussi permettre au CSS de retrancher. Donc, les coordonnateurs de succursales solo, en ce moment, le retranchement ne leur est pas permis parce qu'ils ont un statut un peu particulier là, où ils ont un petit pied, ils ont un pied dans la gestion un petit peu. Donc, on voulait que le CSS puisse retrancher aussi. Et finalement, permettre l'obtention d'un remplacement intégral ou d'un remplacement longue durée malgré le retranchement. En ce moment, s'il y a une plage qui est inclus dans l'horaire que tu veux obtenir. S'il y a une plage qui fait partie de tes plages retranchées, bien, ça ne te permet pas d'obtenir le remplacement intégral. Donc, pour ce qui est du volet retranchement, puis je vais le dire, je vais le répéter, là, on va vous présenter une portion, mais dans le fond, tout de suite après, on va enchaîner aussi avec l'amélioration de l'horaire en continu. Fait que dans le fond, il va y avoir des réponses dans l'autre bloc aussi par rapport à la présentation, puis aux résultats de l'entente aussi. Donc, sur le retranchement au niveau de l'entente, maintenant, il y aura 2 périodes de retranchement par année, au lieu d'1 actuellement. Donc, une fois par affichage. Présentement, on est en discussion là, pour le 2e affichage, avoir 2 affichages de postes par année. Dans le fond, le retranchement sera possible de 7,5 heures à 15 heures maximum. Dans le fond, c'est là où ce que je vous mentionnais, là, la portion de retranchement de moins de 7,5 heures se retrouve dans la présentation de l'AHT. Cette période-là n'a pas disparu, elle existe, elle est dans l'autre volet. Effectivement, pour la portion de 15 heures à 20 heures, celle-là, il va y avoir quand même un ajustement. Dans le fond, ouais, le bloc minimal change aussi, donc passe de 4 heures actuellement à 3 heures. En fait, non, le bloc minimal, pour excuser, je ne veux pas mélanger la HT et le retranchement. Ici, on est dans le retranchement, donc même situation là, pour ce qui est du retranchement. Dans le fond, ça se fait par bloc de minimal de 3 heures. L'exception, en fait, la règle qui est toujours appliquée, puis François a parlé tantôt, dans le fond, sur la plage 18 à 21, dans le fond, quand on a un 2e repas, on peut l'intégrer pour retrancher, donc 18 à 21 pour 2 heures au lieu de 3. Fait que j'enlève une plage de 3 heures, mais au niveau de mon retranchement, ça compte pour 2 heures.
Et je crois. Oui, exact. Dans le fond, pour le retranchement, pour le CSS, on n'a pas été en mesure d'aller chercher le retranchement pour le CSS, mais il y aura quelque chose qui vous sera présenté au moment de la HC aussi pour ce volet. Donc, on continue avec le retranchement. Le retranchement, dans le fond, les gens qui ont retranché auront accès au remplacement intégral et au remplacement longue durée de promotion, même si la plage retranchée est incluse dans l'horaire. Il n'y aura pas d'HC pour la personne qui utilise le retranchement, sauf si elle obtient un RI ou un RLD de promotion ou par classification de promotion, c'est-à-dire un COS qui obtient un horaire d'un autre COS. Il y aura aussi des mesures transitoires. Là. Tantôt, on a dit que ce serait 15 heures maximum pour le retranchement. En ce moment, c'est 22 heures. Donc, il y aura des mesures transitoires là, pour les gens qui retranchent plus de 15 heures présentement. Il y aura une période d'1 an, donc 2 périodes de retranchement pour la transition. Bon, le retranchement, ben, c'est une des mesures, dans le fond, de modification d'horaire en cours d'année, d'aménagement d'horaire. L'amélioration d'horaire continu, c'est l'autre. L'employeur, là-dessus, ça demande, Daniel en a parlé tantôt, c'est quelque chose que l'employeur nous a beaucoup parlé. Une des choses qu'il vise par cette négociation-là, c'est d'accroître la présence des employés réguliers, là, de diminuer l'absentéisme. Alors, c'est sûr que le retranchement pour eux, c'était une source majeure d'absentéisme, pour ceux qui voulaient l'enlever, mais sur le HC, il y avait aussi des demandes. Ils voulaient encore là améliorer la stabilité des équipes de travail, donc faire en sorte que les équipes soient plus constantes. En gros, il n'y avait pas de demande formelle, là, ça faisait plus partie des demandes générales, ces objectifs visés. Exact. Pour le côté syndical, on avait quand même une grande liste, puis honnêtement, je pense qu'on coche quand même une grande partie de cette liste-là, mais voici, au niveau des demandes syndicales, avec l'autre souris. Okay. Bon. Donc, l'AHC soit plus permissif et accessible. On veut que les besoins choisis minimum soient de 3 heures au lieu de 4. Donc, on va chercher des besoins de 3 heures, incluant un repas pour 2 heures. Donc, la même chose qu'avec le retranchement, en fait, qu'on puisse inclure le retranchement pour que le coût au niveau des échanges soit moins élevé. Échange de besoins pour la journée même. Donc, j'avais un besoin jusqu'à 21 heures, un besoin jusqu'à 18 heures pour la même journée, en fait, que je puisse l'échanger et venir le prendre. Droit à l'AHC avec des besoins de promotion. Donc, un employé caissier-vendeur pour aller chercher les besoins de coordonnateur de COS, par exemple, au même titre qu'un C20, d'aller chercher tant que c'est une promotion. L'AHC accessible au CPOS. L'AHC en imprévisible sur les plages abandonnées. Donc, dans le fond, avec tous les résiduels au niveau de l'imprévisible, aussi au niveau de la mécanique, quand il y a des besoins, mais que le régulier puisse les voir offrir aussi. Morcellement du besoin abandonné est choisi. Donc, la notion de morcellement, pouvoir couper un besoin pour pouvoir se rendre à 37 heures, qui est l'objectif au niveau de l'AHC. Minimum travaillé de 21 heures au lieu de 30 heures. Donc, on cherche à réduire, à se donner plus de marge de manœuvre au niveau de l'AHC. Deuxième tour sur les besoins abandonnés. Donc, actuellement, avec la mécanique, un employé régulier qui prend un besoin, le besoin est directement descendu au temps partiel. Donc, un besoin, par exemple, je ne sais pas moi, j'abandonne mon lundi, mais ce besoin-là descend, il n'est pas accessible aux autres. Nous, on cherche une mécanique où, en fait, quand tu fais des choix, mais que ces besoins-là libérés puissent être offerts aux autres réguliers. J'ai encore perdu la souris. Okay. Bon, permettre l'AHC en échange d'un jour complet retranché. Donc, de pouvoir remonter au niveau des heures travaillées. Et bon, là, se promène, ça. Non. On met tout sur une feuille. Oui, je pense que. Elle ne collabore pas beaucoup. Là. Merci. OK. Permettre l'AHC lors de l'obtention d'un RI ou d'un RLD. Donc, dans le fond, je change de structure d'horaire. Une fois que j'ai pris un nouvel horaire, mais à ce moment-là, de pouvoir être en mesure d'échanger les besoins de cet horaire. Ça, c'est les demandes.
Oui, exact. Ça, c'est ce que nous, on recherchait, là. La liste était quand même très longue, là, et finalement, permettre l'AHC au CSS. Donc, voilà. Les jeunes feuilles, c'est correct. On est rendu aux ententes. Donc, c'est là où on retrouve là, le moins de 7,5 du retranchement qu'on n'avait pas tantôt. Le droit à l'abandon sans échange jusqu'à 7,25 à la semaine. Donc, à chaque semaine, l'employé régulier pourra abandonner jusqu'à 7,25 sans échange. Pourquoi 7,25? Parce que c'est la règle du 80% de Retraite Québec. On se rappelle qu'en ce moment, c'est 30 heures. Là, nous autres, on est allé chercher vraiment le 80% avec le 7,25. C'est une question d'être soit considéré à temps plein pour Retraite Québec ou soit d'être considéré au prorata des heures travaillées si on descend en bas du 80%. La possibilité d'abandon de 18 à 21 pour 2 heures. Au lieu d'un 3 heures, ça aussi, on en a parlé tantôt là, dans le retranchement, c'est la même règle. C'est ce qui se fait présentement. On a juste, dans le fond, ce n'était pas conventionné, c'était une pratique, mais là, maintenant, ça sera conventionné. L'abandon du 7,25 et moins sera applicable aussi en décembre. Les besoins abandonnés à cette étape-là, dans le fond, à l'abandon, seront offerts pour l'AHC des autres réguliers là, pour les échanges de besoins par la suite. Les besoins, en ce moment, les besoins minimums choisis dans l'AHC, c'est 4 heures. Maintenant, les gens auront accès aux besoins de 3 heures minimum. On aura aussi la possibilité de faire de la substitution pour la même journée, donc échanger un besoin, un peu comme un temps partiel fait présentement. Il y a, exemple, un 15-21 à l'horaire, on pourrait échanger pour un 10-18 qui se libère parce qu'il y a un besoin supplémentaire ou parce qu'un collègue a pris une journée de congé. On peut échanger un besoin pour un besoin de promotion, donc un CV pourra prendre un besoin de COS. Peut morceler un besoin abandonné de son horaire. Donc, quelqu'un pourrait, exemple, là, abandonner un 7 heures une journée et un 3 heures une autre journée pour faire 10 heures pour prendre une journée de 10 heures ou de 9 heures. Peut faire de l'HC, abandon ou échange s'il obtient un remplacement intégral ou un remplacement de longue durée. Présentement, ça se fait seulement que si tu as un remplacement longue durée, mais ça se fera maintenant pour un remplacement intégral, même si c'est juste pour une semaine. Puis, l'autre chose aussi qui tient à mettre l'emphase, l'abandon, c'est à chaque semaine, ça peut être une semaine oui, une semaine non, une semaine un changement. Donc, c'est vraiment une grosse flexibilité à la semaine, l'AHC. Donc, pour ceux qui avaient des retranchements là, de 7h30 et moins, ben, ils pourront aussi, comme des fois, ceux qui vont avoir les enfants une semaine sur deux, ben, ils pourront s'ajuster d'une semaine à l'autre sans être obligés de retrancher là, à l'année un nombre d'heures fixe. Donc, ça, on trouvait ça bien intéressant. Puis, ben, en fait, on a dit clairement aussi à l'employeur que ça nous prenait quelque chose pour les CSS. Là. Les CSS, c'est coordonnateurs de succursales solo, pour ceux qui sont moins habitués avec le terme. Donc, on s'est servi un peu de l'argument de l'employeur pour en arriver à une entente. C'est-à-dire que présentement, le gestionnaire, lui, il peut, ben, c'est sûr, il faut qu'il y ait l'autorisation du directeur de secteur, mais un samedi sur 4, il peut s'absenter et travailler le dimanche ou le lundi. Comme l'employeur nous dit, le CSS n'est pas pour retrancher parce qu'il est responsable de la succursale, au même titre qu'un gestionnaire, en fait. On en est venu à cette entente, c'est que le gestionnaire autorise la substitution d'un samedi pour une autre journée, une semaine sur 4, si des besoins de toute classification sont disponibles une autre journée à l'extérieur de l'horaire de travail du CSS. Dans ce cas, la semaine de travail de l'employé CSS peut comporter moins de 37 heures. Pour remarquer aussi qu'il y a une distinction avec les autres postes de promotion qui ne peuvent pas prendre des besoins de classification inférieure là, selon l'échelle salariale. Le CSS, lui, le pourra pour la simple et unique raison qu'il n'y a pas de besoin de CSS de déclarer les dimanches et lundis.
Donc, le CSS pourrait prendre un besoin CV ou un besoin COS le dimanche ou le lundi. Ouais. Merci. Donc, malgré l'entente sur la chute qu'on vient de vous présenter, il y a toujours des sujets qui n'ont pas été réglés, donc des sujets qui sont toujours en discussion, qui ont été un petit peu pelletés en avant. Il y a l'accessibilité de l'AHC au CPOS. Le CPOS, vu qu'il n'y a pas de besoin de CPOS qui sont mis, dans le fond, sur la planification hebdomadaire des horaires, on met seulement les besoins COS. Le CPOS, lui, vu que c'est considéré comme une démotion de passer à COS, il ne peut pas utiliser l'AHC. Après ça, on veut aussi que l'AHC avoir un genre d'AHC en imprévisible et sur les plages abandonnées. Donc, une personne qui fait un échange de besoins ou qui fait seulement abandonner un besoin, là, il fait ça à la planification de l'horaire. Disons que pendant la semaine, une personne s'absente, un besoin devient disponible, bien, on voudrait que l'employé régulier puisse venir chercher le besoin et faire de l'AHC avec. C'est quelque chose qui est en discussion. Puis on a des ouvertures, on semble avoir des ouvertures de l'employeur là-dessus, donc on va vous en reparler, mais on pense que c'est quelque chose qu'on peut aller chercher. Aussi, possibilité de faire des choix dans l'AHC maintenant entre 29,75 heures à 40 heures. Je vais vous donner un exemple. Disons que moi, j'ai un horaire du mardi au samedi, puis mon samedi, c'est un 7 heures. Je vais abandonner mon samedi pour aller chercher un besoin le lundi, mais le besoin du lundi, c'est un 8 heures. En ce moment, je ne pourrais pas le faire parce que ça m'amènerait à 38 heures. Donc, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que j'abandonne mon 7 heures, je vais chercher le 8 heures, puis finalement, je finis ma semaine de travail à 38 heures? C'est un sujet qui va revenir. Puis, parce qu'entre autres, l'employeur a des demandes là-dessus sur le temps supplémentaire, là, au-delà de 37 heures. Donc, on va vous en parler un petit peu plus tard lorsqu'on va vous parler du temps supplémentaire qui est notre prochain sujet. Donc, temps supplémentaire, plutôt on disait l'employeur avait aussi des grosses demandes dans son cahier par rapport à ça. Il voulait mettre fin à la priorité des réguliers en temps supplémentaire sur les besoins en décembre. Ça, c'est l'article 1108. On sait que la dernière convention collective, il avait déjà annoncé ses couleurs là, en voulant retirer la 7e journée les 2 premières semaines et en retirant aussi le 2 janvier de cette priorité-là. Bien, là, il continuait dans la même veine. Il voulait aussi qu'il y ait un maximum d'accumulation de temps supplémentaire, c'est-à-dire à 74 heures en tout temps. Tout le reste aurait été payé. Ça, c'est encore dans l'optique où il trouve que les employés réguliers s'absentent trop. Et il voulait modifier le délai de réponse, en fait, là, lorsqu'il y a du temps supplémentaire imprévisible. Présentement, c'est 60 minutes. On a 60 minutes pour donner son acceptation, son refus. Il voulait le faire diminuer à 10 minutes. Et finalement, il voulait un changement au niveau de la valeur du temps supplémentaire. En fait, il voulait tout tasser de 3 heures, c'est-à-dire que de 37 heures à 40 heures, on serait encore à taux 5. Ça, il y a un lien avec ce que François vient juste de discuter là, sur l'AHC, qui pourrait nous amener jusqu'à 40 heures. Puis ben, par la suite, de 40 à 43, on serait à temps et demi, et plus de 43 seulement, on serait à taux double. Les demandes syndicales au niveau du temps supplémentaire, ben, on voulait que la possibilité pour une personne régulière de faire du temps supplémentaire à l'extérieur de sa succursale. On voulait aussi donner la priorité des temps partiels sur les saisonniers en décembre pour le temps supplémentaire. On voulait avoir le morcellement pour le temps supplémentaire. On voulait avoir le décaissement en décembre de l'excédent du 74 heures et la fin du taux moyen. On voulait aussi avoir la possibilité d'accumuler du temps supplémentaire pour la pré-retraite les derniers 7 ans au lieu de 5 ans. Présentement, les gens qui sont à 5 ans, à moins de 5 ans de leur retraite, peuvent mettre l'excédent de leur temps supplémentaire dans une banque pour pouvoir partir plus tôt. Là, présentement, on voulait nous autres le ramener, le reculer à 7 ans. Donc, pour ce qui est de l'entente au niveau du temps supplémentaire. Donc, maintien de la priorité des réguliers en temps supplémentaire dans les besoins en décembre.
Nuance ici, la première semaine complète de décembre, en temps supplémentaire, sera uniquement payée et ne sera plus cumulable. Il n'y aura pas de plafond d'accumulation du temps supplémentaire. Le paiement de l'excédent de 74 heures se fera en décembre, le deuxième jeudi de décembre. La reprise est possible jusqu'à la fin de novembre. Elle sera possible, contrairement à octobre, je pense actuellement, ça donne un mois de plus pour pouvoir utiliser le surplus de 74 heures. Ensuite, le morcellement sur toutes les offres de temps supplémentaire pour les réguliers en prévisible et en imprévisible. Donc, c'est un élément qui a été cherché. La demande de l'employeur sur la majoration du temps supplémentaire a été reportée telle que François et Dany, dans le fond, vous l'ont déjà expliqué là, sur le 37 à 40. François. Aussi, la priorité des temps partiels sur les saisonniers, bien, l'employeur nous a dit qu'il renonçait à embaucher les saisonniers en décembre. Donc, il n'y aura plus d'embauche de saisonniers. Donc, c'est ça qu'on ne peut pas obtenir que les temps partiels aient priorité sur les besoins pour les saisonniers. Donc, on va rediscuter quand même du sujet lorsqu'on va discuter de l'embauche des employés saisonniers. Des employés à temps partiel. Dans le fond, l'embauche en tout temps des employés à temps partiel. Après ça, le régulier va pouvoir faire du temps supplémentaire dans les autres succursales de sa division pour les besoins non comblés. Donc, dans le fond, après, en ce moment, on va offrir en priorité les besoins non comblés aux réguliers en temps supplémentaire. Après ça, on va aller au temps partiel, en temps supplémentaire, au temps partiel non disponible. Puis après ça, en ce moment, c'est un petit peu, il n'y a pas de mécanisme prévu dans la convention collective. Donc, l'employeur, des fois, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller hors division. Puis là, il va pouvoir appeler, dans le fond, les réguliers des autres succursales de la division pour leur offrir de venir travailler, de venir faire le besoin non comblé. Puis ce ne serait pas quelque chose qui irait au registre, là. Ce serait simplement sur l'ancienneté. Donc, il va appeler le régulier le plus ancien de la succursale en priorité à chaque fois. Il va descendre la liste selon l'ancienneté. Finalement, le délai sur l'ordre des besoins de temps supplémentaire imprévisible, qui est en ce moment 60 minutes. On s'est entendu avec l'employeur pour qu'un besoin qui débute dans plus de 6 heures, le délai soit 20 minutes. Puis lorsque le délai est de 6 heures et moins, le temps que vous allez avoir pour accepter ou refuser l'offre est de 10 minutes, sera de 10 minutes. Un autre volet dans l'entente, tantôt je vous parlais avec la dernière négociation, le retrait de la 7e journée de temps supplémentaire pour les employés réguliers avait été négocié. Le seul hic avec ça, c'est que l'employeur n'avait jamais été capable de le programmer. Parce que la façon que le système fonctionne, c'est que quand arrive le temps supplémentaire pour le mois de décembre, on fait nos sélections. Puis là, le système, il dit, bon, qui a moins d'heures au registre? Bon, c'est Julie. OK, Julie a besoin de dimanche. Je lui octroie. Je mets le registre à jour. Puis après ça, si c'est plus Julie qui a le moins d'heures au registre, bien, le système passe au suivant et ainsi de suite. Pour ce qui est du retrait de la 7e journée, c'est la plus petite journée. Fait qu'il se peut qu'à la fin du processus, quelqu'un qui a un lundi ou vendredi, une journée de temps supplémentaire le dimanche et le samedi. Si le dimanche est la plus petite journée des deux, c'est celle-là qu'on retire. La première année, suite à la dernière convention collective, on avait été comme une cinquantaine là, de militants et de gestionnaires. Je dis cinquantaine, c'est peut-être plus aussi. Oui. On faisait des équipes paritaires pour essayer de faire le retrait de ces journées-là de façon manuelle. Mais ça ne respectait toujours pas la prétention syndicale que l'offre était faite en fonction du registre à cause de l'exemple que je viens de vous donner. C'est-à-dire, si on m'enlève le dimanche, on me désimpute le dimanche, mais le lundi, j'aurais dû être considéré sans avoir la journée du dimanche d'imputé. Ça ne respectait pas la prétention syndicale. Donc, l'employeur, il avait fait, bof, au diable, cette affaire-là, je la retire plus, je vais doubler le besoin pour le donner aux employés à temps partiel. Il a fait ça une couple d'années. Évidemment, ça y a coûté cher. Fait que là, en parallèle avec le négo, l'employeur nous avait aussi annoncé que le décembre qu'on vient de passer, c'était la dernière journée qui était pour faire ça. Il y a des griefs aussi par rapport à tout ça. Puis l'employeur, lui, était pour aller de l'avant. On ne sait pas de quelle façon il aurait procédé, mais une chose est sûre, c'est que devant un arbitre, on aurait sûrement
eu un os parce que dans la convention collective, ça dit que le temps supplémentaire est réparti de la façon la plus équitable possible. Donc, ça peut être pas équitable si c'est pas possible, si on lit autrement. Puis les programmeurs étaient juste pas capables d'arriver à une formule là, de faire respecter la prétention syndicale. Fait que tout ça pour dire que pendant la négo, on a profité aussi pour s'entendre sur une façon de fonctionner afin de mettre ce litige derrière nous. Donc, la façon que le système va gérer la situation, c'est qu'il va prendre la personne qui a le moins d'heures au registre pour la semaine. Il va d'abord octroyer les besoins sur les postes de promotion. Ça demeure, c'est-à-dire le détenteur de poste de promotion a priorité sur les besoins, un COS a priorité sur les besoins COS. Donc, il va venir donner ces besoins-là aux personnes en fonction du registre qui ont le moins d'heures dans leur classification. Il ne va pas ajuster le registre. Ensuite, il va prendre la personne qui a le moins d'heures au registre, tout poste confondu, puis il va lui donner toutes ses sélections qu'il veut pour la première semaine. Après ça, il va passer à la deuxième personne et ainsi de suite. Le registre va être mis à jour à la fin de cette distribution-là, puis la semaine numéro 2, ben, on recommencera le même manège, mais avec le registre mis à jour. Pour les semaines 3 et 4, par contre, ça va être selon le mécanisme qu'on connaît précédemment. Puis oui, c'est ça. Quand ça va être assigné, on va retirer la 7e journée, puis elle va être disponible pour la personne en dessous aussi. Donc, ça respecte le plus possible sans embaucher des ingénieurs de la NASA, là, parce que je fais juste l'expliquer, puis je trouve ça compliqué en l'expliquant, là, mais c'est la façon, dans la faisabilité, il n'y a pas 1 million de solutions possibles. C'est pour ça qu'on en arrive avec ça. Donc, comme je le disais, le registre, c'est donc l'assignation se calcule à la semaine et non à la journée pour les 2 premières semaines. Et pour ce qui est de la 7e journée, aussi, on a eu de longues discussions, c'est-à-dire que présentement, on peut, dans le fond, on est assigné 7 jours, mais là, ce qu'on disait à l'employeur, c'est que oui, la 7e journée, on va respecter ça, parce que la convention dit que tu ne peux pas t'en faire assigner plus que 7. Mais en imprévisible, c'est un autre offre d'idée. Donc, pour tous les besoins de temps supplémentaire qui vont se déclarer pour la semaine en cours, même si le régulier a 6 jours, il pourra se faire assigner une 7e journée. Puis là, ici, on fait une mention, là, pas d'accès au babillard avant cela, mais avec un astérix, parce que le babillard, c'est un concept super intéressant qui est en discussion, puis qu'on va voir un petit peu plus loin là, dans l'assignation. On va vous parler maintenant de l'annexe 16. L'annexe 16, c'est l'annexe qui parle de l'accréditation des conseillers en vin. Les demandes de l'employeur, c'est pas compliqué. L'employeur voulait abolir l'annexe au complet. L'employeur veut décider aussi par droit de gestion de l'application et de la restriction de la formation. Maintenant, au niveau de l'entente. Création de l'article 52, valorisation du conseiller en vin. Donc, ce ne sera plus un annexe de la convention collective, mais tous les éléments du conseiller en vin seront intégrés à un article de la convention collective, l'article 52. Maintenant, en fait, une fois qu'un conseiller en vin aura obtenu son poste, il y aura un critère, en fait, de 1800 heures travaillées comme conseiller en vin avant de pouvoir être éligible à la formation, à l'accréditation de conseiller en vin. Les formations de perfectionnement sont faites par ordre d'ancienneté provinciale. L'employeur peut refuser jusqu'à 1/3 des demandes reçues. La liste des refus, incluant les justifications, est remise au CRP. Ici, là, la notion du 1/3, là, ce qu'il faut comprendre, puis vraiment au niveau de l'annexe 16, c'est qu'il y a un annexe à la convention collective qui justifiait les modalités d'application, qui fait mention, en fait, a été reporté
depuis quelques conventions collectives. Faisait mention aussi le premier bloc parle de 2010, d'intégration de cet article-là, n'a pas été renouvelé. Depuis, entre ce qui était prévu entre le texte et ce que l'employeur appliquait, il y avait des modalités beaucoup plus sévères et contraignantes que les éléments ici qu'on met de l'avant et qui sont négociés. Il y avait une notion du 1/3 qui donnait quand même un droit de gestion à l'employeur. C'est ce qui est ramené ici là, dans cette notion-là. Oups, OK. Suivant, c'est François, François. explique, c'est quoi le CRT avec ça? Ah oui, en fait, le comité de relations de travail ou aussi le point, le CRT, en fait, c'est les deux parties qui peuvent, en fait, vont discuter des différents enjeux de l'application au niveau de la convention collective, des interprétations, en fait, tout litige d'application vont être remontés au CRT. Fait qu'effectivement, là, on marque CRT ici comme si c'était pris pour acquis que tout le monde avait le référent, là, mais c'est vraiment un comité de relations de travail qui est prévu à la convention collective. Ou, d'entre autres, le Dany, qui est présent avec nous, siège sur ce comité. Donc, la suite, une personne éligible, dans le fond, donc, qui répond aux critères dont le 1800 heures travaillées, qui s'est vu refuser l'accès au perfectionnement selon la règle dont Maxime vient de parler, la règle du 1/3, aura priorité par ancienneté l'année suivante. Donc, elle va remonter au top de la liste l'année qui va suivre pour la prochaine vague de perfectionnement. Les personnes qui assistent à la formation de perfectionnement sont considérées temporairement assignées du lundi au vendredi. Donc, souvent, les conseillers en vin sont du mardi au samedi. Donc, pour le besoin de la formation, ils vont être considérés comme assignés du lundi au vendredi. En cas d'échec de l'examen, il va y avoir une possibilité de suivre à nouveau la formation et de reprendre l'examen l'année suivante. Puis, 5 ans après le dernier échec, la personne a le droit de tenter l'examen une nouvelle fois. On va vous parler maintenant d'assignation. L'assignation est toujours en discussion. Il y a des choses qui sont quand même entendues, mais il y a un paquet de discussions là, qui vont suivre avec ça. On sait que l'assignation est très tentaculaire dans notre convention collective, donc ça touche à beaucoup de points. L'assignation, telle qu'on la connaît présentement, là, qui est faite à la semaine avec des horaires une fois par semaine, 10 jours d'avance, se fera maintenant par 5 segments annuels. Donc, 5 fois par année, les horaires vont être faits pour plusieurs semaines à la fois. Les segments vont être janvier, février, mars ensemble, avril, mai et juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre, décembre. Juste avant ces segments-là, il y aura une planification qui va se faire. Je pense qu'on va montrer un petit peu le calendrier là, de la planification qui est tantôt. Il y aura l'offre des besoins en ordre, dans le fond, ça va être l'AHC qui est l'abandon du 7,25 et moins qui va se faire à ce moment-là. Ensuite, il y aura l'offre des remplacements intégraux et des remplacements longue durée de promotion. Il y aura l'éclatement des horaires intégraux caissier-vendeur de 37 heures là, qui se fera à la journée. Je vais te montrer le calendrier. Peut-être, Julie, si tu veux le commenter pendant qu'il y a la présentation. Donc, dans le fond, ça, ce qu'on voit à l'écran, puis probablement que c'est peut-être pas évident pour vous, dépendamment de votre outil là, que vous utilisez présentement, mais ça, c'est le calendrier des planifications avant les segments. Fait que chaque chose se fait dans des temps différents pour que tout s'emboîte bien, là, pour que la planification se fasse bien. Je ne sais pas si François, tu veux, ou Maxime, vous voulez commenter ça. Ben, en fait, c'est ça ce qu'on voit ici, là, le mardi au jeudi, on a l'exercice, comme Julie le mentionnait, là, les RI, RLD pour les réguliers. On a toutes les plages aussi, là, à quel moment c'est fait, l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture, puis fin des absences prévisibles aussi, dans le fond, le jeudi. Fait qu'on a tout le cadre pour les besoins. Une fois que cet exercice-là se ferme à 23h59, le vendredi, en fait, là, il y a une validation qui est faite ici au niveau CSS, CPOS, les gestionnaires, en fait, pour réajuster s'il y a du chevauchement, s'il y a des enjeux au niveau des besoins. Puis, à partir de 15 heures, en fait, l'ouverture se fait pour l'offre de l'AHC des réguliers. Puis là, vous voyez en parallèle dans la journée,
S'il y a des remplacements intégraux de promotion qui subsistent après le jeudi, en parallèle, l'offre au temps partiel va être débutée. Fait que dans le fond, les réguliers, vous allez pouvoir aller dans TimeSphere, puis vous allez pouvoir déjà vous entamer l'exercice de. Moi, je dis TimeSphere, ça va être l'outil disponible, dépendamment de comment ça va être programmé. Mais à partir de ce moment-là, les réguliers, et ce jusqu'au mardi suivant, vous allez pouvoir faire vos sélections pour les besoins. Puis comprenez-moi, ici, là, on est dans l'exemple présenté, on est en mars. Fait que si on remet dans le fond en mars, fait que dans le fond, quand vous êtes en mars, ici, vous faites la sélection des besoins pour tout le segment d'avril, mai, juin. Fait que vous allez faire tous vos choix d'âge une semaine à la fois pour toutes les semaines d'avril, mai et juin. C'est ce qu'il faut comprendre dans la mécanique. C'est correct, là, ça se peut que ce soit un peu complexe quand on le présente une première fois, mais c'est vraiment l'exemple de Julie tantôt. Là. On est habitué présentement 10 jours d'avance, donc à chaque jeudi, mais là ici c'est mardi, vous avez vos besoins pour la création de l'horaire pour 10 jours d'avance. C'est la même mécanique, mais là vous allez avoir plus de temps pour faire l'exercice parce que ça implique beaucoup plus de semaines pour pouvoir sélectionner vos besoins. Au même titre, là, on a l'autre tableau, le suivant, au niveau du segment 5, François, juste en bas. Non, mais oui, juste ici. L'autre onglet. Oui, l'autre onglet. Parce que dans le même ordre d'idée, dans le fond, ça, c'est l'exemple pour le temps supplémentaire pour les employés réguliers. Dans le fond, ici, on est en octobre au niveau du calendrier. Puis quand on fait nos sélections en octobre, mais là, ici, vous faites vos choix pour novembre et décembre. Fait que c'est sûr que quand vous allez faire vos choix, les premiers blocs seront pour l'amélioration de l'horaire en continu. Puis par la suite, vous allez aussi faire vos choix de temps supplémentaire en octobre. Mais la distinction, puis là, François le pointe bien, c'est que dans le fond, en octobre, quand vous allez faire vos choix de temps supplémentaire, mais là, je vais aller sur le 21. Le 21, vous allez faire vos choix de temps supplémentaire pour la première semaine. Une fois que vous avez fait vos choix, il va y avoir fermeture. Le lendemain, le 22, vous allez faire vos choix pour la deuxième semaine. Fait que dans le fond, c'est fait une journée à la fois pour les 4 semaines. En fait, les 4 semaines pour le bloc de temps supplémentaire. Ça va être l'offre qui va être effectuée ainsi. Fait que vous allez faire vos choix, mais là, ici, au lieu de les faire toutes d'un coup en vous ensoyant le 18, mais le 21 au 24, mais il y a chaque semaine de temps supplémentaire. Comme ça met à jour le registre de temps supplémentaire. Puis ça vous donne une opportunité là aussi. Là, c'est sûr qu'on s'entend en octobre de faire ses choix pour le temps supplémentaire en décembre, mais comme ça, de le faire une journée à la fois, ça vous donne un peu plus de marge de manœuvre là, pour planifier avec conjoint, famille et entourage quand vous allez prendre vos offres de temps supplémentaire. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, ici, c'est ce qu'on pointe au niveau de l'exercice. Puis normalement, une fois que cette mécanique-là, on peut peut-être revenir à la planification normale. Parce que c'est juste l'autre, excuse, François, l'autre, pas du segment 5, mais oui, exact. Parce qu'une fois que l'exercice pour l'amélioration est terminé, mais là, le bassin de besoins résiduels est confirmé. Puis par la suite, en fait, commence l'ouverture pour les temps partiels, là, ici au niveau du calendrier, le 21 mars. Mais en fait, c'est dès que les besoins sont confirmés, là, fait que je dis le 21 mars, mais ça pourrait débuter le 20, là, à partir du moment où il y a une fermeture puis tout est correct, ça l'ouvre l'option des besoins pour les employés à temps partiel. Puis là, à ce moment-là, la même mécanique commence. Vous voyez, il y a quand même plus de temps, là, dans le fond, du 20 au 21 jusqu'au 27. 23h59 pour que les employés de temps partiel puissent venir sélectionner leurs besoins. Puis on est dans la même philosophie ici. Hein. Dans le fond, vous allez avoir l'ensemble des semaines. Fait que dans le fond, là encore là, c'est avril, la première semaine d'avril. Donc, j'ai tous les besoins pour cette semaine-là, puis je viens prioriser mes assignations avec tous les besoins qui sont présents. Fait que je fais ma première semaine, puis là, je fais toutes les semaines, une après l'autre jusqu'à juin. Fait que vous allez avoir une photo de toutes les probabilités de besoin que vous pourriez obtenir. Puis une fois que votre sélection elle est faite, mais le 28, validation du divisionnaire. Puis là, à ce moment-là, le 28, vous allez avoir votre horaire pour avril, mai et juin connu le 28 mars. Fait que c'est l'exercice, c'est la notion de prévisibilité, en fait, qui est recherchée ici.
Puis à partir du moment où l'assignation, le 28, est terminée, là, on tomberait dans la gestion de l'imprévisible, qui est un autre bloc. On s'est quand même appliqué à les prévisions, là, dans excusez, les sélections que vous venez de voir dans le calendrier, autant les réguliers que les temps partiels. Vous allez avoir une période de sélection qui couvre la fin de semaine et la semaine pour pouvoir vous donner le plus de temps possible disponible là, pour faire votre sélection. Ça va être intense, mais moins fréquent. Là. Ça, c'est 5 fois par année. C'est sûr que les horaires, c'est toutes les semaines. Là. On trouvait ça quand même intéressant. C'est sûr que c'est bien cordé dans le temps, mais je pense que c'est très faisable pour les bénéfices qu'on en retire. Exact. Puis on l'a mentionné aussi, l'éclatement des horaires intégraux CV, là, je voulais juste le souligner ici au passage. Là. Dans le fond, les postes de promotion vont toujours exister en ARI, ARLD. Les CV étant éclatés, ça donne beaucoup plus d'options au niveau des choix, autant pour les employés réguliers qu'au niveau de la nouvelle mécanique d'assignation pour les temps partiels. Au lieu d'arriver avec un cadre rigide au niveau du bloc d'un ARI, mais on s'est dit qu'en l'éclatant, ça donne beaucoup plus de possibilités pour pouvoir venir sélectionner les besoins. C'est ça, parce qu'on s'en va vers un système de pige dans le lac pour les temps partiels. On va en parler un petit peu plus. Mais disons que moi, je suis temps partiel, je suis le premier de la liste. Il y a une intégrale du lundi au vendredi. Si moi, le vendredi, je ne le veux pas, ben, le fait d'éclater l'intégrale, ça me permet de les sélectionner le lundi au jeudi. Puis si je veux être un 3 heures le dimanche ou peu importe, là, je peux prendre aussi un autre besoin le vendredi, ben, je vais pouvoir le faire. Donc, l'imprévisible. Ouais, OK. Donc, gestion de l'imprévisible. Encore là, on se rappelle, on est en discussion. Là, il n'y a pas de texte convenu ici, encore une fois. Dans le fond, à partir du moment où ce qu'on avait pointé, à partir du moment où l'assignation prévisible est terminée, on est en train de discuter une mécanique, là, un principe d'un babillard qui, dans le fond, lui, à partir du moment où il y a une absence, il y aurait une application en parallèle qui pourrait, en fait, vous pourriez déposer des assignations que vous ne voulez plus travailler. Puis à ce moment-là, les autres collègues recevraient un avis. Puis à ce moment-là, vous pourriez juste dire, moi, je suis intéressé par le besoin. Puis là, on est en train de discuter de toutes les mécaniques, c'est quoi le cadre du délai de besoin qui est affiché. Puis puisqu'on est presque parfois 13 semaines avant une assignation, mais on considère qu'il va y avoir beaucoup d'espace à l'imprévisible. Puis le babillard vient jouer un peu un rôle tampon à travers tout ça. Fait que tout ce qui pourrait générer une absence imprévisible entre, là, je redonne l'exemple, là, je suis en mars, puis je génère l'assignation de juin. Mais s'il y a des absences qui doivent être générées, mais le babillard, dans le fond, moi, je déclare une absence, ça tombe là, puis tous les collègues peuvent venir remplacer, prendre ce besoin-là pour pouvoir s'assurer de la prévisibilité encore une fois. Puis autant au niveau régulier, au niveau temps partiel, c'est un outil là, qui est en élaboration, en discussion, mais on croit qu'il viendrait donner beaucoup plus, encore là, une fois, là, de prévisibilité, puis justement de pouvoir savoir d'avance les assignations que vous allez pouvoir. Puis ça inclut les besoins en surplus, ça inclut les absences, les maladies, c'est vraiment un outil mécanique qui couvre quand même assez large. Accessible aux réguliers, aux employés temps partiel. C'est ça, accessible via une application. Oups, bon, voilà. Surprise! Donc, dans les statuts en discussion présentement, on sait qu'il y a l'employé à temps partiel 720 qui existe présentement. Lui, grosso modo, il a accès aux assurances et il bénéficie aussi là, de plusieurs avantages sociaux pour la des heures travaillées. On essaie de ramener ce statut-là à 5,20, c'est-à-dire 5 ans pour pouvoir l'obtenir. Le 5,20 n'aurait plus aucune disponibilité minimum à fournir. Donc, il n'y aurait pas d'obligation de choisir des besoins du samedi ni du dimanche. C'est sûr qu'il devra faire attention s'il veut conserver son statut 5,20 de s'assurer de travailler tout le temps au moins 20 heures par semaine. Les 5,20 auraient une priorité d'assignation au-delà de l'ancienneté sur le statut de temps partiel, c'est-à-dire qu'un employé à temps partiel qui ne fait pas 20 heures en moyenne, ben, il se verrait dépasser là, pour la priorité d'assignation par un 5,20.
Il va pouvoir prioriser ses choix de destination pour chaque semaine, 5 fois par année au moment des planifications des besoins. Par prioriser ses choix de destination, on vient dire ici que l'employé peut dire, moi, mon premier choix, c'est le besoin 10-18 du lundi dans succursale X. Mon deuxième, c'est le mardi 10-18 dans succursale Y, revenir au lundi, etc. Donc, c'est sûr que ça va être plus facile de visualiser lors des choix pour ceux qui ont plus d'ancienneté, parce qu'ils vont savoir un peu plus qu'est-ce qui va leur revenir. Mais c'est quand même super intéressant parce que présentement, les employés, même s'ils ont beaucoup d'ancienneté, s'ils n'ont pas un horaire intégral du lundi au vendredi, ben, le système, il assigne en priorité le samedi, puis il descend en rebours. Ce qui fait qu'il va être assigné la fin de semaine plus souvent qu'autrement. Avec ce système-là, il pourra quand même dire, bon, je vais quand même mettre mon samedi puis le dimanche, mais je les mets à la fin, parce que je vais quand même travailler 37 heures ou X nombre d'heures. Pour le statut à temps partiel, lui qui ne sera pas 5-20, il n'y aura pas de disponibilité minimum non plus, à l'exception de contraintes. Donc, les contraintes, c'est ce qui suit, c'est qu'il doit minimalement appliquer sur tous les besoins du samedi ou du dimanche, juste un des deux. De cette manière-là, il pourrait quand même se faire des week-ends sans travailler. Une semaine, il sélectionne tous les samedis, puis l'autre semaine, tous les dimanches. Ben, il travaillerait les 2 jours de fin de semaine pendant une fin de semaine, puis l'autre, il pourrait ne pas travailler. Cependant, il peut se voir assigné à rebours sur les journées couvertes actuellement par les disponibilités minimum, c'est-à-dire du vendredi, samedi et dimanche. C'est sûr que pour l'employeur, s'il n'y a personne qui sélectionne des besoins, on va dire, du dimanche dans une division, ben, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. C'est sûr que le rebours dans ces situations-là est quand même nécessaire. Puis bon, nous aussi, va prioriser, comme le statut 5-20, là, ses choix de destination pour chaque semaine, 5 fois par année. Donc, finalement, les choses qui sont encore en cours de discussion avec l'employeur en lien avec l'assignation, la possibilité de définir un maximum d'heures assignées. Donc, c'est les demandes qu'on a obtenues, puis c'est quelque chose à laquelle l'employeur semble ouvert aussi. Donc, si vous voulez dire, moi, je vais sélectionner beaucoup de besoins là, parce que je veux travailler au moins, je vais dire 25 heures par semaine, bien, je pourrais sélectionner des besoins qui me porteraient à travailler 37 heures, disons, si je les obtenais toutes. Sauf que je pourrais définir un maximum et dire à 25, arrête de m'assigner, j'en ai assez. Donc, il faut qu'on en discute parce qu'il y a quand même des mécaniques compliquées avec ça, là, voir c'est où que le cut-off se fait. Mais ça serait quelque chose qui sera en discussion pour les gens qui sont intéressés par ça. L'assignation effectuée en priorisant les besoins dénoncés, bien encore là, on n'a pas regardé les fins détails du mécanisme de la priorisation, mais on veut bien sûr que ce soit par journée. Là. Disons que moi, je veux m'assurer de ne pas travailler le dimanche, mais que je veux quand même m'assurer que je vais avoir un nombre d'heures minimum. Bien, je pourrais mettre le dimanche en dernier. Comme ça, si j'obtiens mes heures avec les autres journées, je ne travaillerai pas le dimanche. Puis, bien sûr, on en a parlé déjà beaucoup. Le choix est effectué pour chaque semaine, 5 fois par année pour chaque segment. Donc, ça va être un mécanisme. On ne prévoit pas l'horaire pour une semaine, mais vraiment pour les segments. Puis, quelque chose aussi qu'on n'a pas discuté encore puis qui ne touche pas l'assignation des temps partiels, c'est quand on a parlé de retranchement, qu'on pouvait le faire 2 fois par année, bien, il y aurait un deuxième affichage. Donc, ça sera en lien avec un second affichage qu'on ferait annuellement. Donc, les 2 périodes de retranchement seraient pour les 2 périodes, dans le fond, les 2 périodes de planification annuelle qu'on aurait par année. Donc, ça fait le tour un petit peu. Donc, c'est ça, le retranchement, il serait plus utilisé pour les gens qui veulent retrancher moins de 7 heures. Là. Puis ça, c'est le 2/3 des gens actuellement qui utilisent le retranchement. Ils retranchent moins de 7 heures. Ça va pouvoir être fait ce qu'on appelle l'AHC d'abandon, où tu vas pouvoir abandonner des besoins à chaque semaine ou pas. Puis ça va être aussi morcelable. Donc, tu vas pouvoir dire, moi, j'abandonne, disons que je travaille le midi 21, le vendredi, j'abandonne seulement mon 18-21. Donc, ça va pouvoir être fait à la semaine. Puis la contrepartie de ça, c'est que les personnes qui en sont en retranche de 15 à 22 heures n'auront plus accès au retranchement. Et on pense bien sûr que
avec le nouveau système d'assignation, là, les personnes qui sont régulières, dans le fond, la plupart ont plus de 5 ans d'ancienneté. Donc, le fait qu'il n'y aura pas de disponibilité minimale, ces gens-là vont pouvoir venir se choisir. En fond, les gens qui retranchent 22 heures, ça veut dire qu'ils travaillent moins de 15 heures par semaine. Donc, ils vont pouvoir venir choisir leurs 15 heures au moment où ils veulent. Ils ne seront pas obligés d'être assignés le samedi, par exemple, s'ils ne le veulent pas. Juste un petit détail aussi, on essaie en fait, je pense qu'on va bien réussir là, à arrimer aussi le retranchement, l'affichage avec les segments, là, pour pas qu'il y ait, mettons, je sais pas moi, du retranchement ou un affichage, un entrée en poste qui rentre en plein milieu du segment. Là, ça arrivera pas, là, ça va être vraiment segmenté. Ça va être un nouveau mot dans notre vocabulaire. Segmenté pour que tout soit bien arrimé. Peut-être juste en conclusion là, de la présentation aussi, dans le fond, on voulait juste revenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est à l'exception là, de ce qui vient de vous être présenté sur l'assignation qui était marqué en discussion, tous les autres blocs, on a déjà, ça a été plus long là, au niveau du travail, mais les textes sont déjà rédigés, convenus entre les parties. Fait que je veux dire, pour nous, en fait, éviter l'ambiguïté. Autant au niveau de la présentation, quand le vote de l'entente de principe sera à être mis de l'avant, mais les textes ont été convenus entre les parties pour s'assurer d'enlever une zone là, d'incompréhension. Puis, en conclusion aussi, là, dans le fond, on l'a dit aussi au début, là, mais on a besoin de votre support. On arrive dans un gros bloc avec un gros nœud où on parle de notre plancher d'emploi. La fermeture de l'employeur, là, elle est là, mais on sent qu'on peut progresser, puis on va avoir besoin de votre appui, c'est certain, là, pour continuer dans cette direction. Merci.